demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. L'histoire de la République démocratique du Congo, c'est celle qui est également animée par des hommes. Ces hommes qui font l'histoire de la République, notre pays alors, et comme le disait le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, notre histoire sera écrite par nous-mêmes Congolais. Elle ne sera pas écrite par les Français, même pas par les Américains, moins encore par les Belges. Elle sera cette histoire remplie de gloire et de dignité. Ils sont nombreux ces Congolais qui ont des ambitions, qui ont un parcours qui peut servir, au-delà de tout, des modèles aux générations actuelles et futures. Et c'est pour cette raison-là que dans cette émission, dans ce numéro spécial Mémoire d'un peuple qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde, nous revenons autour de ces genres d'hommes qui sont porteurs de vision, et à l'instar de notre invité que vous allez certainement découvrir tout à l'heure à travers cette émission. Bonsoir et bienvenue partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, Monsieur Noël Tiani, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez Noël Tiani Mwadianvita, c'est ça? Exact. Qu'est-ce que ça signifie? Noël Tiani, c'est le nom qui m'a été donné par mon père, mes parents, parce que je suis né le jour de Noël. Et Mwadianvita, c'est le nom de mon grand-père, qui signifie un guerrier invincible. Et croyez-moi, lorsqu'on va dans une élection présidentielle, quand vous appelez Mwadianvita, les concurrents sont mis en garde. Les concurrents sont mis en garde, un peu comme vous venez de l'expliquer, par rapport à votre propre nom. Alors, dites-nous, Monsieur Noël Tiani, vous êtes maintenant en République démocratique du Congo, vous venez ici, nous sommes bel et bien à la télévision nationale, à la RTNC2, deuxième chaîne donc. Quelles sont vos impressions lorsque moi, journaliste de la RTNC, je vous reçois comme ça pour parler pays, pour parler développement de notre pays? Vous avez quoi comme impression, comme sentiment? Je voudrais d'abord remercier la RTNC2 de me donner l'occasion de m'adresser au peuple congolais. L'impression que j'ai en revenant après 38 années d'absence donc de mon pays, bien que je venais souvent régulièrement, l'impression que j'ai, c'est que ce Congo pouvait être mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Je retrouve, après 38 années, un pays qui est devenu le moins développé de la planète. J'ai suivi avec tristesse le budget présenté par le gouvernement à travers le Premier ministre au Parlement avant-hier. 5,9 milliards de dollars. Pour un grand pays de 87 millions d'habitants, nous pouvons faire mieux que ça. Pour vous donner une idée, l'Angola à côté a un budget de 106 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, 125 milliards de dollars. Il n'est pas acceptable que la RDC, avec toutes les ressources que nous avons, les ressources naturelles, que nous ayons un budget modique de 5,9 milliards de dollars, incapable de financer le développement. Très bien. Alors, sans pour autant que nous versions tout de suite dans un discours propagandiste, parce que ce n'est pas encore le temps, moi encore votre numéro de vote, je ne vais pas les donner ici, mais tout le monde sait au moins que vous êtes candidat président de la République, ça c'est clair. Je voudrais que nous restions d'abord sur vous, parce que le problème c'est aussi, c'est que des fois on vous qualifie de parachuter des gens qui viennent comme ça, tout ça, on ne sait pas trop sur vous, alors que vous demandez un suffrage auprès des gens qui doivent quand même, au-delà de tout, vous maîtriser et vous comprendre d'abord. Si on posait la question, par exemple, à M. Noël Tiani, Mwadianvita, comme vous avez dit, on peut vous qualifier que vous êtes un Congolais de la diaspora? Oui, ceux qui me qualifient de Congolais de la diaspora ne connaissent pas l'histoire de la RDC. 38 ans, vous les avez passés où? J'arrive. Ceux qui me qualifient de Congolais de la diaspora parachutés, ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays.
L'histoire de ce pays est faite des gouvernements successifs qui ont eu, à un moment ou à un autre, des politiques bien spécifiques à l'égard de la population congolaise. Moi qui vous parle, je suis un produit 100% congolais de l'intérieur, qui avait été envoyé à l'extérieur par le gouvernement de la RDC. Et vous voyez le billet d'avion qui m'avait été payé par le gouvernement de la RDC, du Zaïre à l'époque. Vous n'avez pas fabriqué ça, Noël? Je n'ai pas fabriqué et vous pouvez même vérifier, je vais vous donner des références. C'est un billet qui était émis à l'ordre du cabinet des finances. Comme ça, oui. Du cabinet des finances, c'est-à-dire le ministère des Finances. Et j'ai même la souche de ma valise quand je suis parti donc à l'étranger pour la première fois. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que ce billet d'avion m'avait été remis en main propre par deux personnes qui sont au pouvoir actuellement. Le Premier ministre à l'époque était Léon Kengwa-Dondo. L'actuel président du Sénat. L'actuel président du Sénat. Et le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, paix à son âme, il est déjà décédé, professeur Ndielo Mpenge Osako. Mais son secrétaire particulier n'est autre que Lambert Mende Omalanga. Alors, ces gens-là sont vivants et ils peuvent témoigner que Noël Tchani a été envoyé à l'extérieur avec la bourse du Conseil exécutif national pour aller étudier à l'étranger. Alors, vous m'envoyez à l'étranger pour aller étudier, j'obtiens tous les diplômes pour lesquels j'avais été envoyé et quand je reviens ici, vous me traitez de Congolais de la diaspora. Très bien, très bien. Alors, ça c'est intéressant. Donnez-moi quand même. Je ne m'y attendais pas. Vraiment, c'est intéressant. Et vous avez vu, hein, il me l'a sorti de sa poche, de la veste, M. Noël Tchani, président Noël Tchani. Et voilà. Hein, 1900, c'était en quelle année, vous avez dit? Vous pouvez regarder la date, mais je voudrais même vous ajouter un autre élément supplémentaire. Oui. C'est que pour avoir ce billet-là, il fallait être congolais ou zaïrois. J'ai la carte d'identité pour citoyen. Et vous pouvez voir, je garde ma carte jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne suis pas n'importe quel Kidan venu de n'importe quelle planète pour prétendre être congolais. Je suis congolais à 100%. Attendez. Et je vous donne aussi ma carte d'identité congolaise. J'en arrive. Alors, Monsieur Noël Tchani, je vous ai suivi plusieurs fois avec Christian Lusako, vous passez un peu plus souvent sur Top Congo FM, dans d'autres médias également. Vous parlez tellement bien et moi personnellement, je vous apprécie, vous avez l'expression facile. Alors, dites-moi, pour ceux qui disent que vous avez acquis une seconde nationalité, vous êtes un Américain naturalisé, c'est vrai ou c'est faux? Ce sont des histoires. Et je viens de vous prouver que je suis congolais. On ne peut pas être américain quand on est né en Gandajik, on a grandi en Gandajik, on mange le foufou. Donc vous êtes un Moulouba 100%? Je suis un Moulouba 100%. Vous connaissez les Moudjibou? Je connais les Moudjibou très bien, je connais les Kaleji, je connais les Matamba, je connais les Bidja, je connais tout ça et je mange ça tous les jours. Et je voudrais donc mettre en garde ceux qui veulent diviser la population congolaise en disant, vous êtes de l'intérieur ou de la diaspora. Les pays qui font des progrès, le Sénégal, le Mali, l'Indonésie et consorts, le Canada, les États-Unis, sont des pays qui ont ouvert donc leur cœur à tous leurs citoyens. De l'intérieur et de l'extérieur, ils travaillent ensemble, il n'y a pas de discrimination entre une portion de la population contre l'autre. Je voudrais que tous les Congolais regardent dans la même direction. Même les Congolais qui sont à l'extérieur, qui ont acquis de nationalité étrangère. Je vais vous dire une chose, lorsque je suis président de la République, ce sera l'une des priorités que je vais mettre sur la table pour travailler avec le Sénat et l'Assemblée nationale pour reconnaître la nationalité congolaise à tous les Congolais de souche. Que vous alliez à l'extérieur. Donc et que là, vous êtes déjà... Que vous alliez à l'extérieur pour acquérir donc d'autres nationalités. Donc il faut changer l'article 10 de la Constitution. On va changer l'article 10 de la Constitution pendant que je suis président de la République. Très bien. Vous parlez le Tchoulouba? Je parle le Tchoulouba très bien. Une phrase à l'endroit. Même ndi mumanya Tchoulouba bimpa. Même vous me dit beaucoup ngandangika ndi muluba ndi congolais ndi invité bantu bons bana betu bons bani bamanye dina diani Noël Tchani moi j'invite. Toi ça qui dit là. Monsieur le Président, ça c'est très bien. Alors, c'est important comme j'étais en train de le dire. On revient maintenant sur vous. Noël Tchani, moi j'invite candidat président de la République. Vous êtes né quand et où? Je suis né en Gandajika le 25 décembre 1957. Je suis catholique. J'ai grandi en Gandajika. J'ai étudié, pour ceux qui connaissent donc le Kassai, j'ai étudié en Gandajika à l'école primaire en Pembanzeo et à l'école secondaire au Collège Saint-Georges. C'était l'une des écoles tenues par les pères catholiques en Gandajika, qui était l'une des meilleures écoles de la République, jusqu'à avoir mon diplôme d'État. Quand j'ai terminé mon diplôme d'État, j'avais obtenu 73%. C'était le pourcentage le plus élevé dans le Grand Kassai. Pour faire belge.
Exactement. Nous sommes là en quelle année? Parce qu'il faut aller j'ai avec obtenu vous. en 76. 76, oui. Alors, 76. j'ai obtenu mon diplôme d'État. En venant à Kinshasa à l'époque, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie Quelles de rencontrer humanités? les humanités littéraires. Littéraire, oui. Oui, en venant à Kinshasa à l'époque, j'ai rencontré une des autorités politiques congolaises qui était le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et qui, une fois qu'il a vu le journal, parce qu'à l'époque, les résultats étaient publiés dans des journaux, il y avait Elima et Salongo. J'avais les deux journaux dans ma poche et quand j'ai rencontré le ministre, il a vu, il m'a dit, vous méritez d'avoir une bourse du conseil exécutif. Je ne savais pas à l'époque ce que ça voulait dire avoir une bourse du conseil exécutif. Moi, je pensais qu'il voulait juste me donner la bourse pour aller au campus de Kinshasa. Il m'a dit, demain matin, vous venez au bureau. Le bureau se trouve sur boulevard Tchatchi. Quand vous partez du Grand Hôtel vers le Palais de la Nation, à droite, là, un petit bâtiment comme ça, je pense, jaune. Et quand je suis arrivé là-bas, à 7h30, j'ai vu une voiture Volkswagen venir, un grand monsieur très grand de taille qui sort de la voiture. C'était qui? Lambert Mende Omalanga, qui était secrétaire particulier du ministre, qui me demande, vous venez faire quoi ici? Je lui dis que je venais voir le ministre à sa demande. Lambert me fait entrer donc dans le bureau et le ministre arrive. Il demande à Lambert de lui sortir la liste des boursiers du conseil exécutif. On a sorti la liste qui s'est trouvée déjà dans le signataire qui n'attendait que la signature du ministre. Il y avait 33 boursiers et le ministre a donné l'ordre à Lambert Mende d'ajouter mon nom, 34e. Donc le boursier 34e sur la liste. Hein, 34e et le ministre a signé. C'est Lambert Mende qui a ajouté les noms sur l'ordre du ministre. Il y avait un secrétaire qui s'appelait Amissi. Lambert a donné l'ordre au secrétaire de dactylographie à l'époque. On utilisait donc les typewriters, je ne sais pas comment vous dites ça en français, les machines à dactylographier là. Il fallait mettre le carbone, on a mis le carbone, on a dactylographié mon nom, j'étais le 34e boursier et à partir de là, on m'a demandé de m'inscrire dans une université à l'extérieur, étant donné que le ministre lui-même avait étudié à l'université de Liège. Donc, il m'a orienté vers des gens qui avaient étudié à l'université de Liège, en Belgique, dont le professeur Mabi et à l'époque Chilombo Nchimba qui était PDG de l'Union zaïroise des banques. Les deux m'ont donné le nom, je pense que c'est le professeur Mabi qui m'a donné le nom du professeur Albert Menge à Liège, que j'ai contacté à l'adresse de l'Université de Liège, à la place du 20 août. 2 semaines plus tard, j'avais l'attestation d'inscription à l'Université de Liège. On m'a donné le billet d'avion et tous les documents qu'il fallait pour aller étudier à l'étranger. Très bien. Alors, vous obtenez la bourse du conseil exécutif, c'est-à-dire le gouvernement zaïrois à l'époque, c'était l'appellation consacrée. Vous envolez des Zaïre pour arriver au niveau de la Belgique. Vous faites quoi après les humanités littéraires? Quelle est la filière que vous entamez justement en vous inscrivant à l'université de Liège? J'ai étudié en économie. J'ai étudié l'économie monétaire, mais également économie de développement, jusqu'à obtenir donc la maîtrise en sciences économiques. Quand je termine la maîtrise en sciences économiques, l'un de mes professeurs était celui qui était devenu gouverneur de la Banque nationale, Guy Gwaden. Guy Gwaden m'a conseillé de pouvoir continuer les études. Vous savez, à l'époque, il y avait un peu de désordre au Congo. La situation politique commençait à s'empirer d'année en année. Il y avait un peu de désordre au Zaïre, monsieur Noël. Au Zaïre, effectivement. Alors, pour ne pas rentrer au Congo, franchement, j'ai beaucoup de diplômes. J'ai étudié dans plusieurs pays. Ce n'est pas que j'aimais les études, mais simplement, je ne voulais pas rentrer au Congo immédiatement. Il fallait s'inscrire tout le temps pour continuer à être actif. J'ai changé, vous avez la parole. J'ai changé avec monsieur Fikirini, ex-directeur général de l'Institut des monnaies. Il m'a dit que c'était un peu le style à l'époque. Aller de bourse en bourse, c'est parce qu'on ne voulait pas revenir, il fallait s'inscrire, vous terminez ici. C'est pourquoi vous avez dans votre lot plusieurs diplômes comme ça. Et certaines études, vous les avez faites malgré vous. Exactement. Mais dans ce cas ici, Guy Gwaden m'avait conseillé de continuer les études et il m'avait orienté d'abord d'aller aux États-Unis. Mais en attendant que je puisse obtenir les papiers pour m'inscrire aux États-Unis, je suis allé à l'Université de Grenoble en France. J'ai fait un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Après avoir terminé Grenoble, je me suis inscrit à Paris à l'Institut supérieur de gestion où j'ai fait le 3e cycle. À l'Institut supérieur de gestion, une année après, il y a eu Martin Fayoul qui est venu là-bas. Moi, je venais de terminer, Martin est venu après moi et je suis allé aux États-Unis pour faire un MBA. C'est un jeune frère scientifique. Hein? Effectivement. Et je suis allé donc à l'université, à Delphi University à New York pour faire une spécialisation en banque et finance. MBA, comme on appelle ça, Masters of Business Administration. Et quand j'ai terminé MBA en banque et finance, j'avais commencé à travailler dans les banques à New York. Je voudrais que le parcours professionnel, que nous le gardions un peu, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est vous que nous présentons d'abord.
Parce que je crois on peut avoir comme ça une série d'émissions. Il faut votre vision, le projet que vous avez pour la société, mais il faut qu'on vous connaisse d'abord. Alors, monsieur Noël Tiani Mwadian Vita. Les études, je n'ai pas terminé. Oui. Après le MBA à New York, j'ai fait un doctorat à Paris, à l'université de Paris 9 Dauphine, où j'ai obtenu donc un diplôme de docteur en sciences économiques, option banque et finance, avec mention très honorable et les félicitations du jury sous la direction du professeur Christian Deboissieu, qui est aujourd'hui professeur à Panthéon-Sorbonne. Docteur Noël Tiani. Effectivement. Du certificat jusqu'à ce diplôme-là, je ne sais pas comment l'appeler. Vous avez comme ça combien de diplômes? J'ai 14 diplômes après 14 le diplôme. Combien? Diplôme après le diplôme d'État. 14 diplômes. Exact, effectivement. Vous parlez bien, monsieur Noël Tiani. Quelqu'un qui est un initié, un averti à vous entendre, vous êtes vraiment une sommité scientifique. Mais quand vous arrivez aux affaires, tous vos diplômes-là deviennent pourris. Tout ce que vous nous donnez comme théorie, vous ne les mettez plus en pratique. Quand vous arrivez au pouvoir, on vous ensorcelle ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Et je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui ont donné la mauvaise performance, la mauvaise image des intellectuels congolais et moi. Moi, je suis un professionnel. Après avoir terminé les études, après avoir obtenu les 14 diplômes, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les banques d'investissement et les banques commerciales à New York, parmi les plus grandes du monde. JP Morgan Chase, la plus grande banque d'investissement dans le monde aujourd'hui. Avant ça, j'ai fait la Citibank et j'ai fait aussi la Republic National Bank of New York. Après avoir terminé, je suis allé à la Banque mondiale. Pendant 28 années, je me suis occupé de 85 pays différents, à des moments différents donc, de mon expérience professionnelle. J'ai aidé certains pays à se développer, à sortir du sous-développement pour devenir pays émergents en l'espace d'une certaine période de temps. Pour vous en convaincre, quelques exemples. Le Sénégal, dont le livre que j'ai publié ici, qui a été préfacé par l'ancien président du Sénégal, Abdoul Diouf. Il m'a connu pendant qu'il était président. J'ai conseillé le gouvernement du Sénégal sur ce qu'il fallait faire. Je vous prends un peu au mot. Je vous prends au mot. Vous êtes un bon parleur. Il faut vous suivre entre les lignes. Alors, M. Noël Tiani, 14 diplômes, c'est beaucoup. Vous partez d'une bourse du gouvernement zaïrois de l'époque, mais je retiens quand même quelque chose. Vous terminez tout de suite, c'est toutes ces banques que vous citez, jusqu'à arriver, je dirais, à la dernière instance sur le plan financier mondial, qui est l'institution Banque mondiale, qui font partie de l'institution de Bretton Woods. Mais vous ne trouvez pas en vous que c'est une sorte d'ingratitude? Pourquoi vous n'êtes pas revenu travailler ici, au Congo? Mais je vais vous dire une chose, que ce n'est pas ingrat. Ce n'est pas ingrat. Pourquoi? Parce que je suis revenu aujourd'hui. Si j'étais revenu avant, j'étais embourbé. Le pays fait de vous tout ce que vous êtes, mais après tout de suite, vous êtes dans l'aide dans toutes ces banques que vous citez là. Vous me laissez parler maintenant. Je vous laisse. Je ne suis pas ingrat. Et d'ailleurs, je suis l'une des rares personnes sur les 87 millions qui exprime la gratitude à l'égard de la RDC, du peuple congolais, pour avoir payé mes études à travers la bourse du gouvernement congolais, du gouvernement zaïrois à l'époque, le conseil exécutif. La raison principale pour laquelle je marque la gratitude, j'ai passé mon temps à écrire des choses qui pouvaient aider le peuple congolais à vivre mieux. J'ai fait ma thèse de doctorat portant sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Ma thèse de doctorat, 500 pages, a été remise à main propre. Et j'ai des témoins pour ça. Elle a été remise à main propre au président Laurent Désiré Kabila dans la salle du Conseil de sécurité à New York. En présence de l'ambassadeur Kapanga, qui était notre ambassadeur aux Nations Unies. Le président Kabila a dit à l'ambassadeur Kapanga, Laurent Désiré Kabila, il a dit à l'ambassadeur Kapanga, organisez le retour de ce monsieur au Congo, je voudrais qu'il vienne nous expliquer dans les détails ce qu'il recommande ici. Je suis revenu ici 2 semaines plus tard. Il m'a reçu au palais des Marbres. Là, nous sommes en présence. Bon, je crois que ça devait être en 97, 98 par là. Il m'a reçu au Palais des Marbres. Il y avait des témoins. Bakandeja était dans la salle, Jean-Claude Massango était dans la salle, Maompanga était dans la salle, et j'ai défendu qu'il fallait donner l'indépendance à la Banque centrale. Et j'ai expliqué ce qu'il fallait faire pour donner l'indépendance à la Banque centrale. Les statuts de la Banque centrale ont été révisés en utilisant ma thèse de doctorat comme base. Voilà quelqu'un qui reconnaît avoir reçu l'assistance du gouvernement congolais, du peuple congolais, et qui voudrait renvoyer l'ascenseur à mon pays. En plus de cela, j'ai publié 5 livres, tous portant sur la RDC.
Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo, où j'explique ce qu'il faut faire pour que la monnaie congolaise devienne une monnaie crédible. J'ai publié le deuxième livre, intitulé Building Credible Central Bank, comment bâtir la crédibilité des banques centrales et en particulier la crédibilité de la Banque centrale du Congo. J'ai pris ce livre, je l'ai remis dans les mains des autorités congolaises pour qu'on puisse utiliser les recommandations. J'ai publié le troisième, La bataille pour une monnaie nationale crédible, où j'explique ce qu'il faut faire pour mettre fin à la dollarisation et faire du franc congolais une monnaie aussi bonne que l'euro et le dollar. Toutes ces recommandations sont restées lettres mortes parce que les autorités n'ont pas suivi. Aujourd'hui, j'ai publié 2 livres, le plan Marshall pour la reconstruction de la RDC et aussi comment bâtir un pays plus beau qu'avant, la force du changement. Le plan Marshall qui puise dans le sens de votre vision que vous voyez par rapport au développement de la République démocratique du Congo. Exactement, le plan Marshall, c'est une vision de développement. J'explique dans ce plan ce qu'il faut faire pour que le Congo sorte du groupe des pays très pauvres, sous-développés, pour qu'il devienne pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tous les Congolais. C'est une vision de développement que j'ai écrite de ma propre main, avec la participation, bien sûr, de beaucoup de nos compatriotes qui ont dû faire des contributions là-dessus. Cette vision de développement, je suis convaincu, si on la met en œuvre, la RDC ne sera plus jamais la même. Elle va être transformée. J'invite tout le peuple congolais à en prendre connaissance pour que nous puissions ensemble transformer notre pays dans l'intérêt de tout le monde. Ok, très bien, M. Noël Tchani. Alors, votre passé, à la limite, il faut le relativiser, c'est un passé aussi glorieux, bien que c'est maintenant que vous voulez un peu qu'on puisse davantage vous découvrir, parce que les jeunes Congolais qui, il y a 10 ans, 5 ans ou 15 ans, ne vous connaissaient pas. Alors, vous revenez, vous parlez de la marque de connaissance, c'est vrai, après avoir amassé un peu quelques millions par-ci, par-là, parce qu'avec ces instances, vous avez travaillé certainement, vous avez un peu de moyens. Vous revenez. Est-ce que vous n'allez pas faire le docteur Kachala? Moi, j'entends souvent des gens parler du docteur Kachala. C'est votre frère Moulouba aussi qui mangeait les moudjibou, tout ça. Il est venu ici, il a galvanisé. Après, il s'est comporté comme un petit aventurier politique. Il est rentré pour de bon. Je voudrais d'abord me révolter contre l'utilisation des mots Louba, Congo et consorts. Oui, révoltez-vous. Moi, je crois dans un Congo où tous les Congolais sont les mêmes. Les histoires des tribus, je n'ai pas ça dans mon sang. Je voudrais y mettre fin. Je voudrais que tous les Congolais soient traités de la même façon. Maintenant, en ce qui concerne Oscar Kachala, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Oscar Kachala n'a jamais participé à la mauvaise gouvernance de ce pays. Il est venu, il a voulu donner de ses services au pays, on ne l'a pas voté et il est retourné aux États-Unis. D'abord, je voudrais dire à l'opinion publique qu'Oscar a perdu son fils de 29 ans pendant qu'il était en campagne ici, qui ne pouvait pas être déstabilisé par un événement de ce genre dans une famille. Alors, moi, je pense que les gens sont très méchants lorsqu'ils le jugent de cette façon-là. Le pauvre, je l'ai rencontré pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez là-bas? Je l'ai vu, il a commencé à pleurer. Il pensait à son fils. Donc, vous défendez quand même votre frère de la diaspora. Non, vous habitez tous les États-Unis. Non, j'arrive. Il est sorti de Harvard. Son fils est sorti de Harvard aussi. Médecin comme lui. Et il est mort à 29 ans. Qui ne pouvait pas être déstabilisé. Mais au-delà de ça, je voudrais dire une chose. Un pays comme la RDC devait attirer les meilleurs. Tous ces fils, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, on devait les attirer, on devait les promouvoir. Naturellement, je suis mais pour essayer ça, de diaboliser quelqu'un parce qu'il est retourné aux États-Unis après avoir perdu son fils, je trouve que c'est très méchant. Non. Lorsque je serai président de la République, je vais attirer des gens comme les Oscar Kachala dans mon gouvernement pour faire une meilleure équipe pour gérer le Congo avec eux ensemble et améliorer la situation. Très bien, Noël Tchani. Mais moi, je voudrais replacer un peu les faits dans leur contexte. C'est-à-dire que la politique ne soit pas cette église-là où on peut venir à 6 heures, on entre, on dit Alléluia, Amen. Bon, parce qu'il y a une opportunité, on vient, on s'en va. Ça devait être plutôt, on devait penser ça dans le sens d'une certaine responsabilité, surtout quand on est candidat président de la République. Mais on ne voit pas ça comme chancelo Kopamba et puis bon, parce que j'ai quelques millions ici, je viens, je fais ceci et après 3-10 ans, je vous souhaite bonne chance. On va commencer à chercher Noël Tchani avec son beau français là, ses diplômes, il ne se voit plus aller. Il est reparti, signer ce nouveau contrat. Je ne sais cette fois-là si c'est FMI ou ce ne sera ou je ne sais pas. Je voudrais vous dire une chose, c'est que lorsque les gens parlent de chancelo Kopamba, les Congolais de l'intérieur devaient se regarder dans les yeux. Noël Tchani n'est pas chancelier Kopamba. Je suis venu brader des diplômes, j'ai eu la meilleure éducation donc, du monde, je suis bien formé comme tous les leaders donc, à travers le monde. Je voudrais entrer au Palais de la Nation pour donner un autre type de leadership
Supprimez les histoires des chanceliers Kopamba. Si quelqu'un n'a pas étudié suffisamment pour être président de la République, qu'il retourne d'abord à l'école, qu'il acquiert des connaissances et il va revenir avec l'expérience et le niveau de connaissances que moi j'ai. Ceci va donner un bon exemple aux jeunes enfants qui sont en train de grandir, qui vont à l'université. A pris le temps d'étudier. Il a étudié, il a eu un MBA. Donc je pense que ceux qui n'ont pas de diplôme, qu'ils partent d'abord à l'école et ils vont revenir après, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau. Mais est-ce que vous pensez que, non, je vous prends un peu au mot, Noël Tchani, moi, est-ce que vous pensez que les problèmes de vision, le problème de diriger, c'est forcément lié au nombre de diplômes ou au niveau des diplômes? Non, ce n'est pas lié au nombre de diplômes. Et Kassavou, avec quel niveau? Oui, je vais vous répondre à cette pourtant, question-là. Vous, professeur, parce que vous l'êtes, vous avez tué ce pays pendant la Deuxième République avec vos nombreux diplômes. Je voudrais changer ce type de leadership aujourd'hui en venant avec un leadership qui est préparé, éduqué, propre, intègre, mais surtout expérimenté. J'ai l'expérience professionnelle d'avoir participé à la gestion des pays, conçu des programmes de développement pour d'autres pays. On les a mis en œuvre. Je vous donne l'exemple des îles du Cap-Vert, un petit pays dans la côte ouest donc, de l'océan. Et ce petit pays, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le produit intérieur brut par habitant était de $170, $170 comme vous dites ici. Alors, $170, 20 ans après, le PIB par habitant du Cap-Vert est de 6 900, donc $7 000. C'est-à-dire 10 fois plus que le PIB du Congo qui est de $800 aujourd'hui. Comment le Cap-Vert est arrivé là-bas? La qualité du leadership, la meilleure vision, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les institutions qui fonctionnent. C'est ça que je voudrais faire avec la République démocratique du Congo. Je vous prends au mot, c'est intéressant, je dis bien, j'aime quand vous parlez. Mais je rappelais aussi les faits. Je pense que vous, à votre niveau, vous autres qui aspirez à ce niveau de responsabilité, vous devriez faire un peu plus attention avec ces discours de diplôme, de ceci, cela. Vous avez été au monde, ça je le reconnais, vous connaissez bien la cartographie du monde. Lula avec quel niveau d'études? Le multigame de l'Afrique du Sud ici, comment il s'appelle, Jacob Zuma, avec quel niveau d'études? Et puis les Lumumba, je vous ai rappelé. Mais vous ici, nous pouvons citer, si les Zaïra connus autant de premiers ministres, les professeurs, ils ont été à 60%, les professeurs d'université. Vous avez tué ce pays, vous, avec vos diplômes. Très bien. Et après, vous les brandissez, vous avez 14 diplômes, tout ça. Je suis content que vous mentionniez cela, mais les deux exemples que vous avez donnés... Lula avec quel niveau? J'arrive. Lula et le président Zuma, ils sont où aujourd'hui? Tous les deux littéralement condamnés de corruption. Lula a été condamné de corruption, il se trouve en prison. Pendant qu'il gérait le pays, il ne savait pas ce qu'il faisait. Moi, je connais très bien le Brésil. Et aujourd'hui, le président Lula n'est pas un exemple à suivre. Ceux qui continuent à mentionner Lula comme un exemple à suivre, ceux qui ne connaissent pas de quoi il parle. Le président Zuma, je l'ai rencontré, je le connais personnellement. Et Zuma, il se trouve aujourd'hui, il a été enlevé du bureau de la présidence de la République parce que les choses qu'il faisait n'étaient pas conformes à la bonne gouvernance. Les deux exemples que vous donnez des présidents qui n'ont pas beaucoup étudié mais qui se sont retrouvés à la présidence, ça montre bien l'illustration de ce que je considère chancelier Kopamba. Quand on n'est pas préparé, mais l'inverse existe, on est prêt. Non, quand on n'est pas préparé, on fait du n'importe quoi. Monsieur le candidat président, l'inverse existe aussi. Mais dites-moi les exemples. Les exemples de ceux qui ont étudié aussi à un niveau, tout ça. Je vais vous donner quelques exemples de ceux qui ont étudié. Oui. Je voudrais vous donner l'exemple de Barack Obama. Il a étudié, il a terminé à Harvard, où je suis passé par là aussi. Il a fait passer, voter une loi sur l'homosexualité. Bon, écoutez, ne prenons pas un cas individuel, mais je voudrais dire donc que dans l'ensemble, la Obama présidence a laissé quel bilan? Je voudrais vous laissez-moi terminer. Donc, Obama a fait 2 mandats, 4 années totales de 8 ans. Il a dirigé les États-Unis pendant 8 ans sans scandale. Il faut le féliciter. Il faut avoir étudié, il faut avoir un certain niveau d'intégrité, de moralité pour laisser un exemple de ce genre. Quand Obama est arrivé au pouvoir, l'économie était complètement par terre. Il a restructuré le secteur de l'automobile, qui a créé beaucoup d'emplois pour les Américains. Il a restructuré pratiquement tous les secteurs de la vie économique. Le marché boursier a augmenté considérablement. Et d'ailleurs, les résultats positifs qu'on est en train donc, de récolter aujourd'hui sur le plan économique aux États-Unis sont les conséquences du travail de Barack Obama parce que les actions qu'on prend au niveau politique produisent des effets à plusieurs années après. Nous vous jugerons à l'œuvre de toutes les façons. Si jamais Dieu nous prêtait vie, c'est que j'espère qu'il va nous prêter vie. Alors, je reviens sur vous. Au-delà de votre diplôme, il y a quand même une sommation de multiples expériences à travers les institutions internationales privées ou publiques. Et
Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre actif? À mon actif, d'abord, je voudrais commencer par ce que Après, j'ai fait. Mouzé, là où c'est important, quand Mouzé vous appelez, vous êtes venu pour défendre la thèse de votre thèse. La suite, c'était quoi? Voilà. Mouzé m'avait demandé d'aider mon pays à se doter d'une monnaie nationale crédible. J'ai coprésidé la commission de réforme qui a conçu le franc congolais en remplacement du Zaïre monnaie. Mais dans cette commission, vous pouvez demander aux gens qui étaient avec moi dans la Banque centrale. Comme qui? Il y avait le professeur Lukusa, malheureusement, qui est mort. Il y avait le vice-gouverneur Kikata, qui doit être quelque part à Kinshasa. Il y avait d'autres personnes. Mais dans cette commission en particulier, j'avais convaincu le chef de l'État parce que personne ne pouvait prendre cette décision. On m'a envoyé pour aller rencontrer le chef de l'État parce que tout le monde avait peur d'être mis au cachot, et ainsi de suite. Là. Je suis allé, j'ai convaincu le chef de l'État à ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui le franc congolais qui n'a pas la photo du président. Sans la figure du président, mais de tout président en poste. C'est une tradition qui a été introduite au Congo et ne va plus jamais revenir. J'ai convaincu Mouzé à ne pas mettre sa photo sur les billets de banque. C'est la première réalisation. Dire que c'est votre œuvre. Hein? J'arrive. C'est la première réalisation de Noël Tchani pour la RDC. Et le franc congolais, si on l'avait géré comme moi je le voulais, il serait aujourd'hui une monnaie aussi bonne que le dollar et on n'aurait pas la dollarisation aujourd'hui. Deuxième réalisation de Noël Tchani. Par rapport à la RDC. Voilà, par rapport à la RDC. On venait de mettre en place un conseil d'administration de la Banque centrale qui comprenait 12 membres. Parmi les 12 membres, il y avait 7 ministres en poste. Mawampanga, Pierre-Victor Mpoyo, Badimani Moulumba, Thomas Kanza, ils étaient 7. J'ai convaincu le chef de l'État à l'époque à sortir tous les membres du gouvernement du conseil d'administration de la Banque centrale pour donner plus d'indépendance à la banque, plus de crédibilité à la politique monétaire. Et je peux dire que c'était une chose difficile à défendre. Pourquoi? Parce qu'on avait Mouzé en face de moi, mais à côté, il y avait tous les ministres qui étaient membres du conseil d'administration. Les ministres concernés. Et il fallait expliquer donc à tout le monde. Et j'avais eu le courage de défendre cette thèse-là. C'est comme ça que nous avons un conseil d'administration à la Banque centrale, aujourd'hui qui n'a pas les membres du gouvernement. Qui ne reprend pas les membres du gouvernement. Pour donner de tels conseils à un président de la République... Il faut avoir 14 diplômes. Non, il ne faut pas avoir 14 diplômes. Il faut être technique. Il faut connaître de quoi vous parlez. Et j'ai eu l'expérience d'avoir vu comment les choses se passent ailleurs, d'avoir étudié ailleurs et d'avoir pratiqué cela dans ma vie professionnelle et d'appliquer cela à mon pays. Donc, j'ai aidé mon pays dans ce sens-là. Mais le plus important, c'est quoi? Si on avait suivi mes conseils, j'avais dit qu'il ne fallait pas tribaliser la banque. Et regardez, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, tous les gouverneurs de la Banque centrale, ils sont tous originaires du Katanga. J'ai dénoncé cela. Je leur ai dit, quand vous amenez la tribalisation au niveau de la Banque centrale, vous allez casser la monnaie. Et la monnaie congolaise, elle est cassée aujourd'hui. Elle ne vaut rien. 95% de la masse monétaire du pays se trouve en dollars. La dollarisation, elle est partout. Pourquoi? Parce que la Banque centrale n'a pas fait son travail. Si on avait suivi mon conseil, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Et je considère que lorsque je suis président de la République, l'une des priorités va être de rétablir le franc congolais pour qu'il devienne la seule monnaie circulant sur l'étendue du territoire national, conformément à notre Constitution. Je pense que c'est l'article 170 de la Constitution. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à l'émission Mémoire d'un peuple. Nous y avançons. Par rapport au parcours de M. Noël Tchani Modianvita, qui est candidat président de la République, nous vous aurons dans un autre numéro, parce que j'ai voulu vraiment qu'on revienne un peu sur vous, Célestine, et qu'on va frôler un petit peu la force du changement qui est votre vision, mais on va avoir aussi tout un autre numéro en entier par rapport à votre vision, parce qu'on ne va pas tout parler par rapport à un livre que vous avez, à une vision que vous avez reprise ici. Mais dites-moi, vous avez une maison à Ngandajika? J'ai une maison. Vous avez construit là-bas? Oui, j'ai une maison à Ngandajika. Je n'y habite pas. Et c'est une maison qui est occupée par ma famille. Et j'ai une maison à Kinshasa aussi. Je n'y habite pas. Une belle maison là? C'est une maison. Bon, une belle maison, c'est relatif. Mais j'ai une maison ici et aussi une maison à Ngandajika et une maison à Mbujimaï aussi. À Mbujimaï aussi. Hein? Exact. Mais vous n'habitez pas dans toutes ces maisons-là? Bon, j'ai de la famille. La famille peut habiter là où bon, vous me direz que pour des raisons sécuritaires, je vous épargne ça. Monsieur Noël Tchani, je l'entends souvent, c'est ma vie privée, c'est ma vie privée. Un homme public n'a pas une vie privée. Un homme public a une vie privée, un homme public, mais bien sûr que oui. Il a une vie privée lorsqu'il s'agit de mener cette vie-là. La notion est quoi? Lorsque vous êtes chez vous, monsieur Noël Tchani, personne ne va s'occuper de vous. Mais dès que vous voulez devenir notre numéro 1, le premier d'entre nous, nous avons droit de connaître et de connaître sur vous.
Et là, j'en viens pour demander, non, monsieur Noël Tchani, vous êtes marié, vous avez combien d'enfants, vous avez combien de petits-enfants? J'ai 5 enfants. Officiellement, je suis marié. Tous américains? Mes enfants sont nés aux États-Unis. Ils ont pris la nationalité américaine? Non, ils n'ont pas pris la nationalité américaine. Il faut connaître la loi. La loi américaine dit que quand vous êtes né sur le territoire américain, vous êtes américain. Donc, on n'a pas besoin de pouvoir discuter ou ainsi de suite. Là, ça, c'est la loi américaine. Donc, je n'ai pas besoin donc, de défendre ça auprès de qui que ce soit. Donc, les Tchani sont au nombre de 5. Et je dis simplement que lorsque vous avez des enfants qui sont nés dans un pays étranger, n'importe lequel, et que vous êtes originaire du Congo, la constitution congolaise devait s'appliquer en ce qui concerne ces enfants-là. Vous savez pourquoi? La constitution congolaise donc dit qu'on est congolais quand on est congolais de père ou de mère. Et il ne faut pas donc chercher midi à 14h en disant cet enfant, il est né dans un pays étranger, donc il n'est pas congolais. Tout ça, ce n'est pas sérieux. Je vais vous dire ceci. Nous sommes 87 millions. 87 millions de Congolais. Dans les 87 millions, nous avons 8 millions de Congolais qui sont dans la diaspora. Que ces gens-là prennent des nationalités étrangères, ils sont au service de la RDC. Qui ne prennent pas de nationalité étrangère, ils sont au service de la RDC. Ils constituent un réservoir donc de connaissances. Ils sont en contact avec les sociétés développées d'Europe, d'Asie ou d'Amérique, ainsi de suite. Lorsque ces gens reviennent au Congo, ils sont au service de la RDC. On doit utiliser leur expertise. Donc les Tchani sont au nombre de 5 qui sont aux États-Unis? Oui. Ça, c'est très bien. Alors, évoluons par rapport à vous, parce qu'à la télévision, c'est le temps. L'expérience, l'actif, vous l'avez dit, d'abord, le fait d'avoir convaincu Mouzé, qui n'était pas facile à convaincre, ça, il faut le dire, parce que Mouzé voulait aussi marcher quand même sur certains pas du maréchal, mais vous l'avez convaincu à ne pas mettre sa figure pour le cas d'espèce. C'était lui, mais la suite, c'est que tous les présidents de la République, par la suite, ne mettront pas leur figure dans notre monnaie qui s'appelle le franc congolais. Ça, c'est vous. Vous avez participé à la réforme, mais vous avez dit le fait à la restructuration du conseil d'administration de la Banque centrale, le fait qu'il y avait plein de ministres, 7 sur 12, alors vous avez convaincu Mouzé devant ces ministres pour que les membres du gouvernement ne fassent plus partie du conseil d'administration. Exact. Alors, au-delà, maintenant, sur le plan africain, qu'est-ce que vous avez fait, Noël Tchani? J'ai fait beaucoup sur le plan africain, sur le plan mondial. Je vais commencer par le Sénégal. Le président Abdoul Diouf l'atteste dans son livre ici. Vous avez travaillé J'avais conseillé, j'avais travaillé en tant qu'expert de la Banque mondiale, bien sûr, avec le président du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, les gouvernements successifs d'ailleurs. La première des choses, j'avais aidé le Sénégal à éliminer tout l'endettement commercial extérieur. Le Sénégal ne rembourse pas ses dettes à l'écart des créanciers du Club de Londres. C'est moi qui ai mené le programme pour négocier avec ces créanciers pour qu'ils puissent abandonner leurs dettes, moyennant un petit paiement de 16% de la valeur faciale de la dette, à condition qu'on abandonne même les intérêts accumulés. Donc, avec un petit montant, le Sénégal a pu nettoyer son bilan en éliminant tout l'endettement extérieur et surtout en préparant la cotation du Sénégal par les agences de notation telles que Standard & Poor's, S&P & Fitch. Avec cette notation, le Sénégal est capable aujourd'hui d'aller sur le marché financiers, émettre des emprunts obligataires, lever des ressources, utiliser ces ressources-là pour financer la construction de certaines infrastructures telles que les autoroutes, l'aéroport. Vous avez suivi tout récemment la construction d'un aéroport moderne au Sénégal qui n'a pas d'équivalent, qui n'est pas comparable à l'aéroport international d'Indili. Ça, c'est les résultats de mon travail. On a préparé le Sénégal à avoir cette réputation sur les marchés financiers pour lever des ressources. Vous l'avez fait ailleurs, M. Noël Tchani. Je l'ai fait ailleurs, vous savez pourquoi? Parce que la Banque mondiale n'autorise pas que les originaires d'un pays travaillent sur leur pays, sauf dans un cas exceptionnel, comme dans mon cas, quand on m'avait dépêché ici en 1997 pour aider à réformer donc le franc congolais, pour réformer donc la monnaie. Mais la banque ne m'autorisait pas à venir travailler pour le Congo en RDC. Pourquoi? Parce que ça présente un conflit d'intérêts. Pourquoi? Imaginez par exemple si je dois étudier s'il faut faire un prêt à la RDC ou pas. Je donnerai le prêt comme ça parce que c'est mon pays. Oui. Donc je mettrai donc de côté la technicité. Donc il nous fallait garder donc cette neutralité pour être à mesure de faire un travail donc technique. Mais je l'ai fait ailleurs, dans 85 pays différents. Et je vais vous dire que l'expérience accumulée, je l'utilise aujourd'hui au profit de la RDC. Comment? En écrivant cette vision de développement compréhensive pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays développé, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Très bien. Monsieur Noël Tchani, vous parlez bien. Madame, prenez-moi un peu cette carte pour citoyen de Noël Tchani Mwadianvita Mukulumba. La carte est là. C'est un ancien Zaïrois. Oh, il est ceci, c'est là. Regardez sa carte est là. Vous avez son billet qui est là.
Prenez-moi aussi les billets. Hein? Prenez-moi les billets. Mabouki, prenez les billets, il est là, les billets de Noël Tchani, quand il partait encore à l'étranger comme étudiant. Hein? Et aujourd'hui, il nous revient, ça c'est très intéressant. Alors, Monsieur Noël Tchani, c'est bon toutes ces expériences-là accumulées, mais je me pose quand même la question, on ne peut pas que servir son pays sur le plan institutionnel ou étatique. Le passage à travers toutes ces institutions où vous avez laissé votre intelligence, les œuvres sont là, sur le plan personnel, est-ce que vous n'avez pas eu à penser même une petite université, une petite école maternelle, quelque chose de comme ça? Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas que le gouvernement congolais, qui a été incapable d'offrir à la population congolaise des services élémentaires de base, vienne blâmer des individus. Mon travail n'est pas de construire des écoles. Je n'ai pas. Non, j'arrive. Oui. Je n'ai pas. Ma question ne va pas dans ce sens-là. Oui. Non, ma question ne va pas dans ce sens-là. J'ai dit sur le plan personnel. Parce qu'en le faisant, vous êtes économiste de formation, vous savez de quoi je parle. Exactement. Voilà. Moi, je vais vous répondre ceci. Vous savez, chacun de nous est bon à quelque chose. Quand vous prenez Trésor Mputu, il est bon sur le terrain de football. Si on fait les léopards et on met Noël Tchani numéro 9, les léopards vont perdre parce que je ne sais pas ce que je fais sur le terrain. Mais quand on met Trésor Mputu ou les jeunes gens qui sont venus après, ils vont jouer mieux et ils vont ramener la Coupe d'Afrique des Nations pour la République démocratique du Congo et on sera tous fiers. Maintenant, Noël Tchani, il est bon à quoi? Noël Tchani, c'est un spécialiste du développement. Il a conçu la vision de développement et il voudrait utiliser son expertise pour le pays. C'est là qu'il faut m'aligner. Il ne faut pas aller me demander d'aller construire donc une école ou bien un hôpital parce que je ne connais pas ces choses-là. Non, oui, monsieur Noël Tchani, qu'on se comprenne de toutes les façons. Je crois que vous êtes un humain, vous avez de l'humanité en vous. Vous êtes catholique, vous m'avez dit ça. Je suis catholique pratiquant et à l'église, je vous informe qu'à Washington, je travaille à l'église comme étant ministre eucharistique. Je célèbre la messe avec les prêtres et je donne la communion parce que je suis un prêtre raté. Je voulais devenir prêtre et ça n'a pas marché. Donc je suis allé vous avez la forme, à vous voir, c'est comme un ancien séminariste là. Ben voilà, donc je sers dans mon église à Washington comme étant ministre eucharistique. Je donne la communion, je célèbre la messe avec les prêtres. Oui, c'est bien de le dire, vous n'êtes pas dans des loges. Non, pas du tout. Franc-maçon, tout ça. Vous savez, j'ai une histoire assez particulière. Non seulement que je suis... Vous dites ça, après vous êtes dans des loges avec un grand esprit, Noël Tchani. Laissez-moi finir. Travail à la Banque mondiale, tout ça. Laissez-moi finir, vous n'avez pas ces histoires-là. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je suis dans une situation particulière. Vous savez laquelle? Je suis né le même jour que Jésus-Christ. Le 25 décembre. Le 25 décembre. Avec ça, quel choix j'avais? Je dois suivre l'exemple du Christ et je vis comme lui et je voudrais me sacrifier comme lui pour le peuple congolais. Oui, très bien, c'est ça que j'ai dit sur le plan privé. J'y reviens encore un peu dans ma Je ne suis pas dans le fétichisme, je ne crois pas à ça. Vous n'y êtes pas? Non. Bon, oui, c'est quelques millions de dollars, euros amassés en Europe et aux États-Unis, tout ça. C'est seulement dans vos comptes, même une école privée, tout ça, il n'y a rien, Noël Tchani. Il ne faut pas me demander de faire des choses dont je ne suis pas capable. Okay. Donc vous êtes incapable de construire une école? Non. Je suis capable de pouvoir concevoir une vision de développement parce que c'est ça que je connais. J'ai conçu la vision de développement, la voilà. Et tous vos millions-là, vous faites quoi avec? J'arrive. Cette vision de développement, je demande maintenant à tout le peuple congolais qu'on se mette ensemble, qu'on la mette ensemble. Parce que si nous le faisons, qu'est-ce que nous allons réaliser? Sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois pour tout le monde. Voilà les choses que je sais faire. Il ne faut pas me demander de faire des choses que je ne sais pas faire. Donc vos millions-là, ce sont les Tchani qui les mangent seulement. Les millions, moi je ne vais pas parler d'argent parce que je considère que nous devons mettre en place la République des valeurs, pas celle qui est basée simplement sur l'argent. Et quand je vois des gens qui se font corrompre à gauche, à droite, ça m'écoeure. Je voudrais la République des valeurs, d'intégrité. La République, donc, pas de la République des fils et des filles à papa. La République qui donne les mêmes chances à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, sans exception. Très bien. Alors, vous quittez la République démocratique du Congo, je me sers un peu de vos propres mots. Vous revenez après combien de temps? Après 38 ans. Exactement. Après 38 ans, bien qu'il y avait quand même... Oui, mais je venais chaque année peut-être 3-4 fois. Le plan Marshall pour le préparer. Je suis allé partout, pratiquement dans toutes les provinces. Je suis venu à Kinshasa, j'ai animé des conférences, non seulement à l'intérieur du Congo, mais dans la diaspora avec des Congolais. Le plan préliminaire, il a été changé complètement par les Congolais avec les contributions de tout le monde. Donc ce plan est basé sur la réalité sur le terrain. Je connais le Congo très bien. Oui, je sais que moins de 90% de notre population ont accès à l'eau potable, à l'électricité. Thomas Louaka dit aussi qu'il connaît le Congo. Hein? Qui? Thomas Louaka.
Il dit aussi qu'il je ne connais pas celui-là, je connais pas celui-là, mais moi je vous parle donc de ma vision, je connais le Congo très bien. C'est notre ministre des Travaux publics. Bon, bonne chance à ce ministre-là, mais je vous dis simplement que je connais très bien mon pays et que la connaissance que j'ai du pays m'a permis de concevoir donc cette vision de développement. J'invite tous les Congolais à se mettre avec moi ensemble pour que nous puissions la mettre en œuvre. Très bien. Ce parcours historique, je pense qu'il a servi beaucoup de Congolais et ce serait désormais même l'exercice. On ne veut plus élire des gens, comme vous-même vous avez dit, qui nous tombent d'où, qui nous viennent d'où. Vous venez, dites-nous ce que vous êtes, ce que vous avez été, quel est votre parcours, ce que vous avez fait. Donc l'histoire, bref, de votre vie, c'est qui fera en sorte que nous puissions avoir une idée sur vous. Alors revenons maintenant à l'histoire du plan Marshall. Vous êtes parti de quel constat historique? Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir après tous ces temps, l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est 58 ans après, vous êtes parti de quel constat historique pour que vous arriviez à avoir cette vision et à penser concevoir les plans Marshall pour le développement de la RDC? Excellente question. Je vous ai dit que j'ai d'abord étudié. Quand j'ai terminé les études, j'ai commencé à travailler. Si j'étais revenu au Congo immédiatement après mes études, je n'aurais pas eu les connaissances que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai travaillé dans les banques à New York, mais aussi à la Banque mondiale. Avec ces institutions-là, j'ai réussi à voyager à travers le monde. Et chaque fois que j'allais dans des pays différents, je voyais comment ces pays fonctionnaient. Et quelque chose commençait à réveiller ma conscience. Je me disais, mais tiens, comment expliquer que ce pays qui n'a pas autant de ressources, qui n'est pas aussi grand que la RDC, qui n'a pas une grande population comme la nôtre, comment expliquer que ce pays fonctionne mieux, marche mieux, réalise des meilleurs niveaux de vie pour sa population que la population congolaise? Je peux donner l'exemple. Quand je suis arrivé aux îles Barbades, dans les Caraïbes. Là, c'est où? Les îles Barbades, c'est dans les Caraïbes. À côté de Barbados en anglais, donc à côté de Jamaïque ou bien de Trinidad, de Tobago et consorts. Quand je suis arrivé donc dans ces pays-là, j'ai réalisé d'abord que c'est un pays noir, où il y a des Noirs, comme ici en République démocratique du Congo. Mais vous trouvez que tout marche correctement. Les routes sont bien tracées, les bus fonctionnent normalement, tous les services publics, l'électricité, l'eau. Je me suis dit, mais comment expliquer que ça c'est un pays noir? On ne peut pas dire que les Noirs sont incapables de gérer leur propre pays. Ça marche très bien par rapport à chez moi. Je quitte donc les îles Barbades, je m'en vais dans un pays comme Haïti. Et je me dis, mais tiens, il y a beaucoup de similarités. Aussi, nous avons connu beaucoup d'Haïtiens au Congo, mais Haïti a beaucoup de problèmes. Je pars donc d'Haïti, je m'en vais donc en Guyane, Équatorial Guinée, Georgetown, Guyane. J'arrive donc en Guyane et je trouve que malgré donc les difficultés, ce pays fonctionne différemment. L'électricité, l'anglais est devenu votre seconde langue. Voilà. En allant partout, j'arrive en Indonésie et je constate qu'un pays de 265 millions d'habitants avec un taux de chômage de moins de 5%. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font pour créer des opportunités pour leurs gens? Ça a commencé à réveiller ma conscience. Je me suis dit, avec toute cette expérience, d'avoir été dans des pays différents et d'avoir surtout connu ce que ces pays font pour mieux fonctionner, je me dis, je voudrais appliquer cela à mon pays en écrivant une stratégie de développement qui pourra être mise en œuvre pour que le Congo devienne comme ces pays-là qui marchent mieux. C'est ça l'historique donc qui m'a amené à concevoir le plan Marshall. Mais pour le faire, il fallait mobiliser les Congolais de l'intérieur et de la diaspora. Je n'ai pas simplement fait ce travail-là tout seul, bien que le premier draft, le premier projet du plan Marshall, c'est moi-même qui l'ai écrit. J'ai demandé à mes compatriotes de pouvoir les lire, de corriger. Il y a des gens ici, je peux citer quelques exemples. Les bienvenus Bakumanya, les Pichu Mulumba, il y a plusieurs personnes qui ont relu mon draft, qui ont fait des commentaires. Je suis allé dans des provinces, j'ai parlé avec des chefs coutumiers, avec des enseignants, avec des militaires, avec des policiers, avec des médecins. Toutes ces remarques ont été intégrées pour avoir le plan Marshall que nous avons aujourd'hui. Et je vous assure que ce plan Marshall reflète la réalité du Congo et reflète ce que nous devons faire pour que notre Congo devienne un meilleur pays. Vous savez, les pères de l'indépendance avaient mis dans notre hymne national que nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Un pays plus beau qu'avant. Moi, je voudrais ajouter une chose à travers le plan Marshall, où il fait bon vivre partout. Pourquoi? Parce que... Un pays plus beau qu'avant. Et où il faut bon vivre partout. Il faut bon vivre partout. Bon vivre partout. Voilà. Alors, comment arriver à le faire? Je propose, dans le cadre de ce plan, la construction des grandes infrastructures de base. Les routes, les autoroutes pour relier toutes les provinces du pays. Mais au-delà de cela, je voudrais que nous avons sélectionné 243 petites villes et villages que nous voudrions transformer en villes et villages modernes, où il y aurait de l'eau, de l'électricité, des routes modernes, des autoroutes, où il y aurait des centres administratifs modernes, des quartiers résidentiels modernes, où il y aurait des centres commerciaux, des hôpitaux publics.
tous les moyens. Je vous ai dit que le plan va être mis en œuvre sur une période donc de 15 ans. Vous pensez ça va que nécessiter... si le président Kabila n'a pas réussi à changer l'homme congolais en homme, l'homme zaïrois en homme congolais, vous, Noël Tchani, une fois président de la République, vous allez réussir. Je vais réussir et je vais vous Vous dire pourquoi. aurez des ministres dont les premiers détourneurs vont être votre directeur de cabinet, votre conseiller. Je vais vous dire une chose. Tout ça, ainsi de suite. Voilà, vous avez bien mentionné le président Kabila. Je vais vous donner une chose. Je vais vous dire ce que je vais faire. Oui. La différence entre le président Kabila et moi, c'est que, un, je suis plus instruit que lui. Et deux, j'ai une expérience professionnelle de qualité. Je suis un spécialiste du développement. Lui ne l'est pas. Donc, ce que je vais faire au niveau du palais de la nation, lui, il ne peut pas le faire. Mais au-delà de ça, je voudrais vous dire aussi une chose très importante. C'est que j'ai la volonté politique de changer les choses. Lui n'a pas eu la volonté politique. Je vais combattre la corruption. Lui n'a pas été capable de combattre la corruption. Moi, je n'ai pas établi un parallélisme. Non, je voudrais finir là-dessus, s'il vous plaît. Oui, je disais seulement quand je dis la lutte contre la corruption, I mean it. Je préfère que vous parliez de vous, hein, parce qu'il ne sera même plus votre adversaire politique. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour lutter contre la corruption, le président Kabila a désigné Luzolo Bambi. Mais depuis qu'on l'a désigné, quel est le cas de corruption qu'il a donc résolu? Moi, je vais vous dire une chose. Quand on va attraper quelqu'un sous ma présidence qui est corrompu, on va le juger parce qu'il faut respecter ses droits. Une fois qu'on l'a jugé, on le fout en prison pendant 15 ou 20 ans. Que vous ayez volé 50 $ ou bien 1 million, on va vous traiter de la même façon. Quand vous sortez de la prison, vous ne pourrez plus jamais occuper une fonction de l'administration publique. Vous ne pourrez pas encore postuler pour les mandats électifs et vous ne pourrez jamais soumissionner pour les marchés publics. Quand on va le faire avec une personne, 2 et 3, la leçon va être exemplaire. Très bien. Nous sommes revenus aujourd'hui autour de vous-même. Monsieur Noël Tchani, vous êtes un bon parleur. Vous parlez bien le français, vous parlez bien l'anglais, vous parlez bien le lingala, vous parlez bien le tsholuba. Et je suis heureux et à la limite même honoré. Bienvenue Bakoumania, c'est un confrère journaliste, un frère à moi, qui a participé, comme vous avez dit, à cette vision. Donc les journalistes, nous avons été honorés, donc nous faisons aussi, nous amenons sur notre part des contributions pour le développement de ces pays. Le mal, c'est qu'une fois élu, vous devenez des députés, présidents, tout ça. Le numéro orange que j'ai ici, on va commencer à vous appeler. D'ailleurs, vous ne les prendrez plus. Ce sont vos séries de parsecs qui seront en train de dire le président en réunion. Mais au moins, ces émissions sont conservées pour la postérité. Je termine, vos services vont avoir des supports pour que nous puissions garder. Une fois, nous serons encore journalistes, nous remettons ce genre d'émission pour dire que regardez, M. Noël Tchani, ce que vous étiez en train de dire et ce que vous faites aujourd'hui. Mais je vous souhaite bonne chance. Je promets à nos téléspectateurs que nous allons revenir. Je n'ai pas voulu qu'on touche la force du changement. Ça doit constituer tout un numéro. J'ai voulu qu'on revienne d'abord sur vous. Alors, nous allons conclure ce premier numéro aujourd'hui par vos propres mots. Au regard de tout ce que vous avez dit, tout ce que vous êtes, tout autour de quoi nous sommes revenus par rapport à vous. Comment nous pouvons aujourd'hui, les Congolais peuvent aujourd'hui percevoir, avoir l'image de l'homme politique congolais, d'une manière générale? À commencer par moi, je suis déçu par l'homme politique congolais. Et c'est pour ça que je ne suis pas un politicien. L'homme politique congolais est très versatile et ne défend pas des valeurs. Il y a beaucoup d'entre ces hommes politiques qui ne voient que leurs propres intérêts. L'argent avant tout, l'argent pour eux et leur famille. Moi, je suis révolté par ça. Et je vais vous dire une chose, je ne suis pas venu en RDC pour m'enrichir. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis venu en RDC pour sortir ce pays de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve aujourd'hui et sortir le peuple congolais de cette situation pour en faire un pays stable, prospère et équitable, où tous les Congolais bénéficient de la richesse naturelle, des ressources naturelles de notre pays. Et je voudrais qu'on me donne cette chance-là en étant président de la République. Et je suis Noël Tchani, moi j'invite à candidat numéro 15. Monsieur Noël Tchani, vous avez fait un raccordement frauduleux là, à la fin. Hein? Moi je suis légaliste et journaliste, il faudrait que je respecte ce qu'on dit. Bon, c'est pas grave de toutes les façons, on connaît que vous êtes candidat président de la République. Mesdames et messieurs, nous sommes revenus autour du parcours de M. Noël Tchani, qui est candidat président de la République. Il a parlé de l'histoire de sa vie. 14 diplômes, il a travaillé à travers presque le monde entier. Il a fait, vous l'avez suivi. Et pour moi, je ne dis pas qu'il faut le juger maintenant, mais c'était important par rapport à l'histoire de sa vie que vous puissiez le connaître, qui il est. Mais je répète encore que ces émissions sont
gardées, sont conservées pour la postérité. Monsieur Noël Tchani, je vous dis grand merci d'avoir été notre invité ici à la RTNC de développement. Merci à la délégation qui vous a accompagné et le rendez-vous est pris. Que Dieu nous fasse vie pourvu que nous puissions encore nous revoir après le 23 décembre. Merci beaucoup de m'avoir reçu à la RTNC2 que je salue vos téléspectateurs et vous êtes invités le 13 janvier 2019 à l'inauguration de Noël Tchani comme président de la République au Palais de la Nation. Que Dieu vous entende. Mesdames et messieurs, merci. Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Merci. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs.